Les élections européennes ont lieu du 6 au 9 juin. En cette fin de semaine, ce sont 360 millions d'Européens, membres des 27 pays de l'Union, qui sont appelés aux urnes. Ils doivent élire entre le 6 et le 9 juin les 720 députés qui siègent à Strasbourg et composent le Parlement européen. Christine Ramel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la Team Europe, conférencière, coprésidente de la Maison des Européens Lyon Europe Direct Lyon Métropole. J'ai tout juste ? C'est tout à fait mes titres. Voilà, c'est le titre. Vous êtes en duplex depuis les locaux de RCF Lyon, que l'on remercie chaleureusement. Les institutions européennes peuvent paraître obscures aux profanes. Nous allons tenter en 20 minutes et des poussières d'avoir au moins quelques clés de compréhension. Mais pour commencer, donc, il y a 27 scrutins différents, un par pays, échelonnés sur 4 jours. Question de Béotien, pourquoi est-ce que l'on ne vote pas le même jour ? Parce qu'il y a des pays qui votent pas forcément le dimanche, ils votent en semaine. Il y a d'autres, tout simplement. Et puis, il y a des pays qui votent le samedi. Donc, c'est uniquement pour ces raisons-là qu'on vote du 6 au 9. C'est un peu pour des raisons de tradition, c'est qu'en Irlande, pays très catholique, traditionnellement, on ne vote pas le dimanche, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors après, vous pourrez tout à fait imaginer, je crois que c'est les Hollandais qui ouvrent le bal. Oui. En Belgique, c'est un vote obligatoire. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'ils votent beaucoup plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai que les conditions du scrutin sont chaque fois différentes dans chaque pays. Avec quand même une règle unique pour tout le monde, c'est que ce sont des élections à la proportionnelle. Et ça, c'est important de se le rappeler parce que on entend dire c'est le premier tour comme chez nous pour les députés. Ce n'est pas le cas, effectivement. On fait un vote de semonce et puis au deuxième tour, on se prononce. Non, là, il y a un seul tour. Il y a un seul tour. On va y revenir dans un instant, Madame Ramel. Oui. On est peu habitué en France, donc on a cette image, on vote tous le même jour, les résultats tombent à 20h. Par contre, les résultats, ils sont tous annoncés le soir du 9 juin, une fois que tout le monde a voté. On ne peut pas brouiller avec des résultats anticipés. Absolument pas. Oui, les résultats, c'est pas des résultats, d'ailleurs, ce sont des estimations qui commenceront, puisque en France, on vote jusqu'à 20h, par exemple. Donc, les premières estimations, effectivement, tomberont à 20h pour des résultats après qui seront annoncés par le ministère de l'Intérieur, j'imagine, pour la France. Ça dépend. Généralement, c'est assez rapidement le lendemain ou le surlendemain. Donc, on aura des estimations le soir. Pour la petite histoire, j'ai appris en préparant cette émission, en 2009, les Pays-Bas avaient annoncé leurs résultats avant, mais ils ont dû se faire taper sur les doigts. Ce sont donc 720 députés qui vont être élus à l'issue de ces 4 jours de scrutin. On parle de liste, on va y revenir dans un instant dans le détail. Quand on reçoit les professions de foi à la maison, on voit qu'en France, ce sont des listes nationales. Est-ce que c'est le cas dans tous les pays ? Ce sont des listes françaises. C'est généralement le cas dans la majorité des pays d'Europe qui choisissent des régions en fait. Oui, il y a l'Italie, la Pologne, la Belgique et l'Irlande. Je regardais mes petites notes. C'était pas le cas il y a pas longtemps de la France. Il me semble que de mes premières élections européennes. Avant 2000. Voilà, tout à fait. On a jusqu'en 2014, on a voté pour des listes nationales. Donc c'est-à-dire des listes sur, il y a 81, on vote pour 81 députés, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de députés pour les 720 qui seront au Parlement européen, les députés français, ce sera 81. Donc chaque liste a 81 noms, même si évidemment il n'y a pas 80. Personne ne va élire 81 députés, oui. 720 députés, donc 81 Français. Question encore une fois toute simple, quel est leur rôle ? On sait qu'ils votent des lois au niveau européen. Est-ce qu'il y a une différence, et je parle bien sur le fonctionnement, après on sait bien que l'échelle n'est pas la même, avec les députés français qui siègent au Palais Bourbon ? Le fonctionnement effectivement est vraiment très différent et puis le vote aussi au Parlement européen. Quand on vote des lois en France, on connaît les navettes, Assemblée nationale, Sénat et puis ça revient quand c'est à l'Assemblée. Puis on attend le décret, c'est voté, on attend le décret d'application. Pour le Parlement européen, c'est un peu différent puisque on fonctionne le Parlement européen pour ses pouvoirs législatifs et budgétaires. Fonctionne en processus de codécision, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. En fait, ça date d'une vieille histoire, parce que le Parlement européen, même s'il était dans les textes de la naissance à Rome en 57 le traité de Rome, oui.
traité de Rome, on parlait déjà d'une assemblée parlementaire, mais il y a eu quand même pas mal d'années, il y a que 50 ans que ce Parlement est élu au suffrage universel. Avant, on en parlait, puis c'était des députés nationaux qui représentaient le Parlement européen, justement. Ce qui est important à savoir, c'est que ça fait 50 ans qu'il est élu au suffrage universel, et donc que c'est tous les citoyens et citoyennes des 27 pays de l'Europe, il y a 27 élections dans 27 pays, c'est quand même pas rien. Donc on peut comparer ça effectivement au Palais Bourbon, on parle de Parlement, mais est-ce qu'il y a une sorte de Sénat à Strasbourg ou à Bruxelles pour que les textes fassent la navette? C'est vous-même qui avez commencé à parler de navette. Alors oui, je vous ai parlé du processus de codécision et de navette. Voilà. En fait, ça se passe avec le Conseil de l'Union européenne. Alors, il y a 4 grandes institutions dans l'Union européenne. Donc, on connaît le Parlement. Je vous parle donc là du Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, ou Conseil, il vote les lois et il est composé des ministres des 27 États membres. C'est-à-dire qu'on vote une loi sur l'environnement, ce sera les ministres de l'environnement. Une loi sur la santé, une ministre sur la santé, etc. Et en fait, chaque fois, pour à la fois les lois qui sont, elles, proposées par la Commission, on y reviendrait, il y a cette navette. Et s'ils sont pas d'accord, après, on arrive à un processus qui s'appelle le trilogue et qui associe aussi d'autres institutions, notamment la Commission. Mais les autres institutions, donc, on a vu donc le Conseil de l'UE, il y a le Conseil, pour être très accessible. Pour être succinct, c'est vrai que l'Europe, comme vous l'avez dit, c'est assez très compliqué. Loin, oui. C'est complexe, et puis en plus, ça ne facilite pas d'avoir le Conseil européen, qui est tout à fait différent du Conseil de l'Union européenne. C'est plutôt une sorte de gouvernement, là, dans le cas, le Conseil de l'Europe? Oui, le Conseil... Le Conseil européen, il est formé des chefs de gouvernement, là. Et là, il n'a pas du tout la même fonction. Il vote pas les lois. Lui, il donne les grandes orientations, il définit le cap. Donc, c'est là où on entend parler, des élargissements, c'est là où on entend effectivement les chefs d'État se réunir sur la guerre en Ukraine, notamment, sur le Covid. C'est eux qui ont donné les grandes orientations sur l'impulsion, il faut quand même le dire, de beaucoup souvent du Parlement et de la Commission. Charles Michel, je pense que c'est on le connaît, oui, effectivement, c'est un nom qui parle, oui. C'est son actuel président. Il est président depuis 2 ans et il sera président jusqu'en novembre prochain. Ensuite, il reste la fameuse Commission européenne, c'est ça? Voilà. Dirigée par Ursula von der Leyen. Vu la visibilité d'Ursula von der Leyen, on s'en doute que c'est la clé de voûte des institutions européennes, la Commission? Pas forcément. Ça peut être le Parlement, plutôt? Non. Alors, c'est quand même ce qu'il y a d'assez fabuleux, je trouve, dans cette Union européenne, c'est qu'on est quand même 27 États et que il y a des processus de codécision. Donc c'est complexe. C'est pour ça que c'est long aussi, mais c'est vraiment démocratique. C'est-à-dire que tout le monde a sa voix. Alors la Commission, c'est comme notre gouvernement en fait. Elle garantit l'intérêt général européen. Et alors, ce qu'il y a d'un peu compliqué à comprendre, c'est que le Parlement, pour l'instant, peut-être ça peut changer, puisque ses pouvoirs depuis 79 ont vraiment beaucoup sensiblement augmenté le Parlement. Donc en fait, il a, par exemple, il peut avoir un droit d'initiative législative, mais il ne peut pas proposer de loi, il ne peut pas travailler un texte de loi. C'est la Commission européenne qui le fait. C'est le gouvernement, en fait, c'est cette Commission européenne qui a pour principale fonction, c'est l'initiative des lois européennes, que ce soit des règlements, des directives ou des décisions, comme vous avez pu en entendre parler. Et cette commission, alors là, c'est encore un choix de chaque pays. Chaque pays choisit un commissaire ou une commissaire, bien évidemment, pour chaque État membre. Mais cette commission, il faut qu'elle soit validée par le Parlement. Donc, et le Parlement vote aussi pour la présidente ou le président. C'est-à-dire que le Parlement contrôle la commission.
Merci d'avoir choisi RCF Sarthe. Nous sommes toujours en duplex avec RCF Lyon. Christine Ramel, membre de la Team Europe, coprésidente de la Maison des Européens Lyon Europe Direct Lyon Métropole, répond à nos questions. On va maintenant aborder les enjeux de ces élections européennes. Comment sont calculés les députés élus ? On sait qu'il y a une trentaine de listes, je ne me rappelle plus du chiffre exact, il y a 81 membres à chaque fois et ensuite il y a une sorte de décompte qui est fait en fonction du nombre de pourcents pour voir qui va siéger à Bruxelles. C'est rapide mais c'est ça. C'est absolument ça. En fait, il y a 38 listes. Voilà. C'est 4 de plus que 2019 déjà. Et la France, c'est un record. Il y a pas plus dans l'Europe que la France. Donc 38 listes de 80... Il y a une tradition peut-être. Oui, d'être prolixe. Non, ça dépend effectivement c'est pour la France, il suffit de ne pas avoir un autre mandat électif. Et puis comme dans tous les pays européens, pour la France, il faut. France, par exemple, c'est un peu le principe même de la proportionnelle. On peut pas dire, mais souvent on fait des calculs, ça va être à peu près un siège par pourcent. C'est souvent comme ça que c'est calculé, on a l'impression. C'est trop simple ? Écoutez, vous prenez les pourcentages de 81, tout simplement. Sachant que les listes de 5% ne sont pas élues, c'est vrai qu'il faut, pour avoir 5%, ça fait au moins 4 candidats. Donc, oui, on peut prendre à peu près, mais ce qu'il faut surtout, avoir en tête, c'est que 38 listes, en 2019, il y en avait que 34. Que 34, oui. Combien ont eu des membres? Combien ont dépassé les 5%? 6. À peine. 6 listes ont eu au-delà de 5%. Donc, ça veut dire qu'il y a 28 listes qui ont pas eu d'élus, qui n'ont pas dépassé ce seuil. Et ça fait quand même 17% des voix qui sont parties dans la nature. Donc, voilà. C'est quand même quelque chose à avoir en tête. Une fois élus, ils siègent donc à Strasbourg. Ils se répartissent par groupe. Durant cette dernière législature, là, qui finit bientôt, la 9e depuis la création, donc, depuis les élections européennes, c'est le PPE, le fameux PPE, Parti populaire européen, qui a les rênes. C'est le parti majoritaire. Comment on peut le définir, ce groupe ? On peut dire que c'est un... Oui, vous avez dit... Alors, c'est dans les 27 pays de l'UE, il y avait que 79 Français dans la dernière législature. Ça en fait 2 de moins, c'est pas... Il y a 7 groupes politiques. C'est le Parti conservateur. Mais les conservateurs, c'est pas partout les mêmes. On va dire que c'est un parti pro-européen, le Parti populaire européen. C'est vrai qu'il fait le quart des sièges, donc c'est le plus grand groupe actuellement. Mais curieusement, c'est pas celui qui a le plus de Français. D'ailleurs, il vient en 4e rang de groupes, j'allais dire, politiques français. Il a que 8 députés. Après, ça peut s'expliquer par le fait qu'en France, pour situer à nos auditeurs, c'est LR, les Républicains, qui siègent dans ce groupe. Et ça fait longtemps qu'ils sont plus en tête des différents scrutins aussi. Ça dépend, parce qu'ils en avaient 20 la mandature d'avant. Donc non, c'est vraiment très, très, chaque fois, très volatile. Pas volatile, mais on peut pas être sûr du résultat, même selon les sondages. Déjà, la précédente mandature, précédent vote, il y a des sondages qui avaient donné certains partis qui ont fait tout à fait différemment. Notamment, je pense à LR qui était beaucoup plus haut et Europe Écologie Les Verts qui en 2019 était plus bas dans les sondages. Plus bas et qui ont eu 12 députés. Donc voilà, c'est quand même l'électeur qui choisit. Et puis il y a 27 pays, donc voilà, on peut pas avoir des visions globales sur l'Europe entière globale. Voilà. Donc là, on est sur le groupe majoritaire au niveau européen, le PPE, qui propose déjà Ursula von der Leyen pour en prendre la tête si elle est réélue. Les Républicains ont déjà annoncé qu'ils allaient s'y opposer. On va pas commencer à faire de la politique fiction, mais ça peut avoir des conséquences sur le fonctionnement du Parlement. Quand vous êtes dans un groupe, il n'y a pas forcément l'obligation de voter comme votre groupe. Mais par contre, effectivement, ça peut, évidemment, quand vous enlevez des voix à un groupe, ça l'affaiblit, tout simplement. Voilà. Son principal concurrent historique au PPE, c'est le groupe socialiste, qui regroupe à peu près, je dirais, le centre-gauche, la social-démocratie au niveau européen. Comment on peut définir ce groupe ? C'est ce qu'on peut appeler l'opposition ? En fait, il faut se rappeler que ça fonctionne... Le Parlement, il fonctionne, il n'y a pas ni une majorité ni opposition, ni une majorité, ni une opposition, ni une majorité. En fait, c'est une coalition. Et donc, avant 2019, il suffisait d'avoir la coalition des 2 principaux groupes politiques
le PPE et les sociaux-démocrates, pour avoir justement la majorité des plus de 700 députés. Mais depuis 2019, la coalition majoritaire, donc des groupes pro-européens, comme on dit, ils ont dû s'appuyer sur un troisième groupe, qui est le Centre libéral, qui est Renew Europe, dont on parlera peut-être par la suite, et auquel, souvent aussi dans cette majorité. Alors ça, à eux trois, ils ont la majorité au Parlement, et quelquefois, ils ont besoin, parce que c'est sur des projets, évidemment, sur des projets, en fait, sur des thèmes, des thématiques sur lesquelles, comme vous l'avez vu dans les débats, on l'a beaucoup entendu, il peut y avoir l'appui de plusieurs autres groupes sur certains sujets. Justement, ce groupe Renew, il a son importance, surtout si on est un peu auto-centré en France, on a tendance à l'être, parce que c'est le groupe où siège, ou tout du moins siégeait durant cette dernière législature, la majorité présidentielle française. Tout à fait. Alors lui, il vient en troisième position. Moi, pour finir avec les sociaux-démocrates, c'est le deuxième plus gros groupe du Parlement européen. Mais très curieusement aussi, ils ont que 7 députés français, alors que l'Espagne en a 21, l'Italie 16, l'Allemagne 15. Voilà. Donc ils sont la place des Français dans les sociaux-démocrates, dans ce groupe d'alliance progressiste et socialiste et démocrate, on verra ce qu'elle donne. Il y a aussi cette année la possibilité d'avoir une augmentation du groupe souverainiste ou eurosceptique, nationaliste, ça dépend des termes, mais ils sont pour l'instant divisés. Alors, il y a 2 groupes. Eurosceptiques, oui, c'est ça. Il y a 2 groupes eurosceptiques. C'est vrai qu'on le sait aussi, les élections à la proportionnelle sont une porte d'entrée, bien évidemment, pour tous les partis. Et on sait depuis, en tout cas 2019, ils étaient majoritaires. Enfin, en tout cas, ils avaient le même nombre Ils sont arrivés à égalité, 23 députés pour Renew et 23 députés pour identité et pour identité 23, démocratie. mais français, je parle. Renaissance, 23 députés français de Renaissance, ça s'appelait pas d'ailleurs Renaissance à l'époque, et 23 députés pour le Rassemblement national. Donc on sait qu'ils sont, de toute façon, c'est mathématique, la proportionnelle permet d'avoir une plus grosse représentation, et du coup il y a 2 groupes, il y a à Strasbourg, là, on parle, oui. Oui, à Strasbourg. Donc vous avez, je pense que vous vouliez parler de identité et démocratie, c'est ça, là où effectivement, où il y a 18 aujourd'hui. Ils étaient 23, mais il y en a plusieurs qui sont soit partis, soit qui ont été un petit peu, et donc qui sont non inscrits, parce qu'on parlera des non inscrits aussi. Et donc il y a 18. La France est le deuxième plus gros contingent dans ce groupe d'extrême droite, ID. Et le 23 mai dernier, ils étaient plus nombreux, parce qu'il y a 9 élus allemands de l'AfD qui ont été exclus pour les déclarations effectivement de leur président. Voilà. Et ensuite, il y a le groupe Giorgia Meloni, on dira, voilà. Voilà. Le siège Reconquête au niveau français, oui. Tout à fait. Le siège, la droite eurosceptique, on l'appelle. Donc là, il y a 69 sièges, donc presque 10% du total des sièges. Et il y a seulement un élu français qui est maintenant affilié Reconquête depuis février 2024. Il a rejoint les listes de Reconquête. Mais par exemple, c'est là qu'on retrouve les élus polonais, essentiellement du Parti Droit et Justice, du PiS, et effectivement les 10 élus du parti de Giorgia Meloni. Et ces groupes-là, donc, ils trouvent des consensus en fait pour arriver à proposer, à adopter les textes de loi au niveau européen. C'est vrai que ça peut changer de la France où il y a tout simplement, souvent, même si c'est un peu éclaté depuis 2022, mais en général il y a 2 blocs ou voire 3 actuellement. Avec un groupe la différence, c'est que le vote majoritaire change tout, puisqu'on est forcément à la proportionnelle, ils n'ont pas de majorité absolue. C'est impossible. Il faut qu'ils aient des coalitions entre les groupes. Ah mais oui, après, sur le scrutin, bien évidemment, il faut qu'il y ait une majorité. Pour que le texte soit adopté, il faut in fine qu'il y ait une majorité de 360 sièges, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais il faut quand il est adopté au Parlement, et après il va faire la navette au Conseil, voilà.
Et pour finir, est-ce qu'on peut parler c'est un long chemin. Est-ce qu'on peut parler des derniers groupes? On a vu donc les sociodémocrates. Les écologistes, c'est pas les derniers d'ailleurs, parce que on les a pas mentionnés, mais ils sont quand même en 4e position. Ils font partie des partis pro-européens. Donc les Verts et Alliance Libre Européenne. Ils ont 71 sièges, soit c'est quand même 10%. Et là, il y a quand même, parce que on l'a évoqué au début, il y a un bon contingent français depuis 2019, puisqu'il y a 12 députés, et à la fois Europe Écologie Les Verts, et ils rassemblaient aussi d'autres partis, Région et Peuple Solidaire, je crois. Et puis, mais par contre, l'Allemagne, là, a 25 députés. Mais voilà, dans les Verts, il y a une trentaine de partis qui proviennent de 19 pays européens. Pour finir... Et puis, on n'a pas parlé de la gauche unitaire européenne quand même, et de la gauche verte nordique. Pour situer, on aime bien en général savoir qui en France peut faire partie de ces groupes. C'est un réflexe. LFI. LFI, voilà. C'est LFI, on appelle ça l'extrême gauche. Il y a 37 sièges, c'est le plus petit groupe. Donc effectivement, la France a la délégation la plus importante avec la France insoumise, et la délégation espagnole, pareil, 6 élus. Les Allemands en ont 5, et voilà, le reste se partage au sein des 10 États membres restants. Et donc, on n'a pas parlé des non-inscrits. Voilà, les derniers. Assez rapidement, s'il vous plaît, Madame Ramel, oui. Oui, ils sont 61 quand même. Donc, ça fait quand même 10% presque. Ils étaient moins nombreux, mais il y a les députés de l'AfD qui les ont rejoints. Voilà pourquoi. Et donc, pour finir, vu que ça marche vraiment par coalition, est-ce que cette année, on peut se retrouver dans des situations, après ces élections, avec des situations de blocage? Parce qu'on a l'impression que c'est un peu bousculé cette année, avec notamment peut-être une extrême droite qui monte. Il y aura pas de situation de blocage. Selon certains sondages, mais après, moi, je peux pas, je suis pas habilitée à vous parler voilà. Selon certains sondages, effectivement, si les deux partis sur le papier, de droite, on dira. Sur le papier, voilà, ont 136 députés. Ça serait une projection. C'est une des projections envisagées, avec effectivement quand même une poussée de cette droite, on va dire, radicale, et puis dans tous les pays d'Europe, il n'y a pas qu'en France, même si en France, effectivement, c'est une poussée bien éruptive. Mais donc 136 sur 120, voilà, je vous laisse faire le calcul. On verra bien. Donc d'ici là, nous sommes tous appelés à voter. Nous, en France, c'est le 9 juin. La question, c'est surtout les alliances. Ça va être avec qui ils vont faire alliance, et c'est la grande question du moment. Pas que la droite radicale, d'ailleurs, tous. Oui, mais avec qui ils peuvent, la droite, avec qui elle va s'allier, principalement, voilà, puisqu'il n'y a pas de majorité, il y a certains, notamment, on parle beaucoup du PPE, avec qui il va s'allier, voilà. C'est la question. On verra ça à partir du 10 juin, c'est un processus très long, j'espère qu'on y voit un petit peu plus clair sur ces élections européennes. Merci Christine Ramel. Je vous en prie, merci. Et merci RCF Lyon d'avoir fait ce duplex. Et votez bien, surtout. Voilà, merci.